vais vous lire ça. C'est l'association Génération Future qui a relancé le sujet la semaine dernière en faisant analyser en laboratoire tous les aliments qui entrent dans la composition des repas d'un enfant de 10 ans et ce n'est pas rassurant pour les parents. Explication, Céline Morel et Lydia Chaumont. 128 résidus chimiques, c'est ce que consomme chaque jour un enfant de 10 ans. Un chiffre révélé par l'association Génération Future qui a étudié la contamination des repas quotidiens d'un enfant. Au menu donc, petit déjeuner, encas, déjeuner, goûter et dîner, conforme aux recommandations officielles, 5 fruits et légumes frais, 3 produits laitiers et 1,5 litre d'eau par jour. Une alimentation a priori équilibrée et pourtant le résultat est inquiétant. 36 pesticides, 5 substances cancérigènes et 42 suspectées de l'être, et enfin 37 qui sont susceptibles de perturber le système hormonal. Ainsi, le pain complet, réputé pour ses qualités nutritionnelles, contient 2 pesticides, soit la même quantité que la baguette de pain traditionnelle ou encore que le pain de mie. Un steak haché consommé au déjeuner, c'est 1 dioxine et 7 PCB, ces dérivés chimiques toxiques responsables d'infertilité, de problèmes de croissance et probablement cancérigènes. Même constat au rayon poisson, le saumon contient à lui seul pas moins de 7 dioxines, 12 PCB et une trace de métaux lourds. Côté fruits et légumes, ce n'est pas beaucoup mieux quand la salade et la tomate sont polluées par 2 pesticides chacune, la pêche en contient 4 et la pomme importée du Brésil, pas moins de 6. Selon l'association, même si ces doses de substances toxiques restent inférieures à la limite légale, elles ne sont pas anodines. Leur accumulation pourrait expliquer l'augmentation des cancers, du diabète et de certaines maladies neurodégénératives chez les enfants. Toujours selon cette étude, la consommation régulière de produits bio permettrait de réduire de 50% l'absorption de ces substances toxiques. Monsanto exerce une domination féroce. Quiconque veut faire de l'agriculture devra s'acoquiner avec Monsanto. Le soya leur appartient. Ils contrôlent tout, de la semence au supermarché. Ils tiennent peu à peu tout le système alimentaire sous leur emprise. Mais le plus cool chez Monsanto, c'est son histoire, avec des trouvailles exceptionnelles pour l'humanité tout entière. Ceci est un love computer expérimental. On va la faire courte. À la base, Monsanto est une société de produits chimiques. C'est Monsanto qui a géré The Manhattan Project. Vous savez, le projet de développement de la première bombe nucléaire. Juste après, il se lance dans la production d'herbicides et d'insecticides. Produits qui ont fait leur preuve pendant la guerre du Vietnam avec l'agent orange, hautement cancérigène. Mais il y a aussi les best-sellers, les hormones de croissance et les OGM. C'est quand même un super CV pour un agriculteur. Il y a toujours eu un lien étroit entre les représentants de Monsanto et les divers organes régulateurs et judiciaires qui prennent les décisions clés. Vous nous parlez d'un catalogue officiel. Qu'est-ce que c'est ce catalogue officiel? Le catalogue officiel qui a été mis en place par l'administration française, par le GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, donc en gros les gros semenciers français. Mais ce catalogue officiel, c'est un catalogue qui est validé par l'administration française. Absolument. Donc, mais qui a été créé par des semenciers privés. Et qui ont fait valider ça par l'administration française. Donc nous, on est hors catalogue, puisqu'on est hors cadre, donc on est outlaw, on est hors la loi. On n'a pas le droit de vendre nos semences parce que non répertoriés au catalogue officiel. Et c'est pour ça qu'on a des procès. D'accord, voilà. C'est ça qui est important de nous expliquer. C'est ça le point d'interrogation et la pierre d'achoppement, c'est-à-dire la pierre philosophale qu'on ne peut pas changer au niveau de la loi parce qu'on est hors la loi. Vous voyez, par rapport à ça, par rapport à nos variétés fixes, nos variétés pures, nos semences bio, qu'on n'a pas le droit de commercialiser. Donc il faut le tampon du ministère de l'Agriculture pour pouvoir commercialiser de la semence aujourd'hui. Donc la plupart du temps, maintenant, on assiste à des hybrides F1, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi, hybride F1? C'est-à-dire des variétés non reproductibles, qui ne peuvent pas se reproduire en tant que telles. C'est-à-dire que si tu achètes par exemple une tomate F1 Montfavet, le fruit que tu récoltes, tu pourras le manger, c'est une tomate. Hein. À mon avis, elle est insipide, elle n'a pas trop de goût, hein. C'est pas de la tomate bio. Mais la graine que tu récupères de cette tomate, si tu la sèmes l'année d'après, dès la première année, il y a une dégénérescence totale. Donc tu es obligé de retourner tous les ans au tiroir caisse, racheter ta semence de tomate hybride F1 Montfavet pour avoir la même pureté variétale. Donc pour avoir, autrement, tu n'as plus rien du tout. Il y a un truc que je comprends, ça veut dire qu'on peut, ça n'existe plus les semences qu'on peut replanter d'année en année? C'est fini? Pratiquement. Si on plonge sur le catalogue Villemorin du début du siècle où il y avait par exemple, je sais pas, 120 choux cabus ou différents choux et tout ça, aujourd'hui il ne reste que 4 ou 5. Et c'est pratiquement que des hybrides F1. Donc encore une histoire de gros sous avec les grands patrons. Monsanto, Novartis, Cardicide, Dupont de Nemours, Syngenta.
9, 10 transmultinationales possèdent 85% du marché de la semence mondiale, blé et riz compris. Donc ils font ce qu'ils veulent. L'hémisphère sud est en train de disparaître. L'Afrique se meurt. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est au panier. Les Indes, sud-est asiatique où on va depuis 10 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de semences. Dépendance totale. Depuis 25 ans, nos gouvernements sont dominés par les industries qu'ils sont censés réglementer. On parle de pouvoir centralisé. Toute cette puissance est utilisée pour nuire aux agriculteurs qui produisent la nourriture et aux ouvriers qui travaillent pour cette industrie. Elle nuit aussi aux consommateurs qu'on garde intentionnellement dans l'ignorance à propos de la provenance des aliments et des effets qu'ils ont sur leur corps. Le clonage des animaux est un phénomène relativement nouveau. Il est incroyable que la FDA non seulement permette la vente de viande d'animaux clonés sans effectuer de recherche, mais qu'elle en autorise la vente sans un étiquetage adéquat. Ces entreprises se battent corps et âme contre l'étiquetage. L'industrie de la malbouffe a tout fait pour ne pas divulguer la teneur calorifique des aliments. Elle ne voulait pas non plus indiquer la présence de gras trans. L'industrie de la viande fait des pieds et des mains contre l'étiquetage du pays d'origine. Ils se sont aussi opposés à l'étiquetage des OGM. Résultat, 70% des aliments transformés sur le marché contiennent des ingrédients génétiquement modifiés. Selon moi, il s'agit d'un combat primordial pour les consommateurs. Savoir ce que contient leur nourriture et comment elle a été cultivée. Ironiquement, le consommateur moyen n'est pas conscient de son pouvoir. Il se considère comme le bénéficiaire passif de ce que l'industrie lui propose. Mais en réalité, c'est tout à fait le contraire. Chaque achat au supermarché est comme une croix sur un bulletin de vote. On a le choix d'acheter local et biologique. Il est plus économique dans ce pays de mal manger que de bien s'alimenter. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se payer une alimentation saine. Il est urgent de changer les politiques pour faire en sorte que les carottes soient plus abordables que les croustilles. La bataille contre l'industrie du tabac prouve que l'attitude irresponsable des entreprises n'est pas immuable. Imaginez une politique nationale qui favoriserait ceux qui envoient le moins de personnes à l'hôpital d'une année à l'autre. Ce serait une chouette définition du succès, non? On chercherait à produire des aliments nutritifs, non altérés, qui améliorent la santé des gens, leur fournissant de l'énergie et les protégeant des maladies. Ce serait un objectif noble, non? Comprenez bien, les cultivateurs ne font que répondre à la demande des consommateurs. Vous voulez du lait à 2 $? Eh bien, ne soyez pas surpris de trouver un parc d'engraissement dans votre cour. Les gens n'ont qu'à réclamer des aliments sains et on livrera la marchandise. Je vous le promets. Nous sommes des brouillards, croyez-moi. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Il ne faut pas se battre avec leurs outils à eux, parce que c'est eux qui les ont inventés, c'est leurs règles du jeu, c'est eux qui les maîtrisent. Et si tu veux être sûr de perdre un jeu, joue avec celui qui a inventé la règle. Chacun sa case et on oublie la lutte humaine. Colonisation trop subtile, si je lutte contre la machine, pourquoi utiliserais-je ces règles? Apartheid de social et culturel. Le changement ne viendra pas d'en haut, on l'a compris. La guerre aux pauvres est déclarée. Nos institutions ne sont qu'au service de l'ennemi. Arrêtons de coopérer, arrêtons de coopérer. On a en face de nous des gens qui sont pas dans la même volonté d'arranger les choses. Les infos se resserrent, de plus en plus de répression. Caméras de surveillance, de plus en plus de répression. Réapproprions-nous nos vies. On a besoin de créer de nouvelles choses. Aux partis et syndicats, aux militants ont trouvé leur opium. C'est viser à un système qui soit horizontal, donc tout le monde aurait du pouvoir sur sa vie. La politique, c'est la réapproprier, la parole, c'est la réapproprier, la rue, c'est la réapproprier, les maisons, c'est les réapproprier, se réapproprier tout. Désobéissante, fascisme institutionnel, désobéissante, arrêtons de coopérer, désobéissante, on est la force de leur machine, désobéissante, le changement viendra d'en bas, autre chose et autrement. Ils ont un chiffre, on a le nom, banni avec leur crime de Babylone. Le
ce qu'il faut, c'est réinventer son métier. On doit comprendre que pour se défendre, il faut se rassembler. Mais il faut se rassembler, il faut avoir confiance en soi, il faut croire en soi. Surtout, ne jamais penser qu'on est isolé, parce qu'on est connecté, on est des millions. Construire quelque chose par l'autre. C'est pas qu'en France, tu vois, c'est partout dans le monde la même, parce que c'est partout dans le monde le même système de merde. Il n'y aura pas de changement si la forme ne suit pas le fond. Si nos méthodes d'organisation restent les mêmes, on reproduira les mêmes erreurs. Si on veut changer les choses, il faut vraiment que ça passe par soi, il faut se poser les bonnes questions à soi-même.